Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Revue Lecture. Donc aujourd'hui, comme d'habitude, on va revoir, en tout cas je vais vous donner mon avis sur 4 livres. Je connais déjà les 2 premiers, mais bon, vous avez dû les voir dans les médias ou dans le titre. La suite, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, commençons tout de suite, sans plus tarder, avec le premier livre, qui est La Passe Miroir, La Mémoire de Babel. Donc c'est le tome 3 de la saga La Passe Miroir, donc de Christelle Dabos, qui est une autrice française. Je vais vous lire tout de suite la 4e de couverture. 2 ans et 7 mois. Attention, petit disclaimer avant que je lise la 4e de couverture, si vous n'avez pas lu, peut-être que la 4e de couverture va vous spoiler. Je vais tout faire pour que ça spoile pas, mais si la 4e de couverture spoil, si c'est spoilant, je vais le mettre là. Du coup, passez au prochain livre avec le timecode en bas. 2 ans et 7 mois qu'Ophélie se morfond sur son arche d'anima. Aujourd'hui, il faut agir, exploiter ce qu'elle a appris à la lecture du livre de Farouk, et les bribes d'informations divulguées par Dieu. Sous une fausse identité, Ophélie rejoint Babel, arche cosmopolite et joyau de la modernité. Ses talents de liseuse suffiront-ils à déjouer les pièges d'adversaires toujours plus redoutables? A-t-elle la moindre chance de retrouver la trace de Thorn? Voilà, donc c'est spoilant effectivement sur la fin du 2e livre avec le fait que Thorn disparaisse. Je me souviens que j'avais mis 20 au tome 2. 20 sur 20 au tome 2, une très très bonne note. Un de mes gros coups de cœur littéraires de l'année, la saga La Passe Miroir. Avec une intrigue que j'avais réussi quand même à me raccrocher, à laquelle j'avais vraiment réussi à me raccrocher. Là, sur ce tome 3, cette intrigue m'a un peu plus perdue, et des choses que j'ai pas forcément comprises. Un personnage qui arrive à la fin, qui était présent dans les tomes précédents, et bah moi je ne savais plus qui c'était. Donc elle l'a remis en contexte et tout, mais elle n'avait vraiment aucun souvenir de cette personne. Bon, déjà que j'ai pas une très bonne mémoire de base, hein, j'oublie très rapidement les choses qu'on me dit. Là, le fait que ce personnage était quand même un cliffhanger, entre guillemets, ça c'est mon problème, hein. C'est aussi mon problème avec le dernier de la saga Farthwing, Spire on Flame, si, je sais plus, Onyx Storm. Le dernier avec la saga Farthwing, il y a des cliffhangers que je ne comprenais pas parce que j'avais oublié certains éléments. Et même avec le rappel, ça ne m'a absolument pas aidé. Donc déjà dans Farthwing il n'y avait pas de rappel, là il y a eu un rappel de qui c'était, j'étais en mode ok. Voilà ma réaction. Donc ça c'est un petit bémol, mais c'est vraiment spécifique à moi. Je pense que si vous lisez les 3 premiers tomes d'affilée, il n'y aura pas de problème. C'est juste que moi j'aime bien diversifier mes lectures parce que ça me permet justement de pas être lassée d'une série. J'ai fait l'erreur un peu avec la saga La Passeuse de mots, où déjà que c'était des livres très denses, très longs, j'ai tout enchaîné, et ça m'a un peu dégoûtée du coup de la série malheureusement. Donc là, notre chère Ophélie, et bien en fait, j'ai un peu l'impression que c'est une redite du tome 2. C'est comme si le tome 2 n'avait jamais existé. Et ça m'a un petit peu déçue parce que j'ai l'impression de voir un tome 2 juste dans un autre arche. Donc là, c'est pas spoilant, hein, c'est l'arche de Babel dans lequel on va. Donc vraiment, pour moi, c'est un peu une redite du tome 2. Même si ça fait quand même évoluer nos personnages. Je me souviens même plus à la fin. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le cliffhanger de la fin? Ah oui, ok. Ouais. Bon, ça... Le cliffhanger de la fin... Le cliffhanger du 2 m'avait vraiment marqué. Parce que je m'en souviens encore. Par contre, celui du 3... déjà, j'ai dû rechercher. Et en plus... j'ai une copine qui m'a dit qu'il était très très bien. Que c'était sa saga préférée, quasiment. Pour ma part, j'étais un chouï déçue du tome 3, mais bon, comme j'avais mis 20 sur 20 au tome 2, ça ne m'étonne vraiment pas. Un chouï déçu, mais ça reste quand même un très très bon livre que j'ai vraiment dévoré très rapidement. Je pense que si je devais lui mettre une note, ce serait ouais, un 18, parce que c'est quand même un très très bon livre, très accrocheur. Mais comme je disais, ça m'a vraiment déçu le cliffhanger que j'ai pas compris, ou sur lequel j'avais pas le background du personnage. Et aussi, il y a des enjeux énormes à la fin, mais moi je m'en fous. Je m'en fous. Et aussi cette relation qui tourne un peu en boucle avec entre Thorn et Ophélia.
Ça a évolué, certes, mais je trouve vraiment que c'est une redite du tome 2, au niveau de la relation aussi, où en fait, on revit les mêmes choses qu'on a vécues dans le tome 2. Il n'y a pas de construction. En fait, il y a des constructions de personnages, mais il n'y a pas vraiment de construction de relations. Donc c'était à peu près ce que j'avais à dire sur la mémoire de Babel. Toujours un très bon livre, je le recommande, c'est safe pour tous les âges. Voilà. Sur ce, on se retrouve tout de suite avec le prochain livre. Recoucou. Donc on est toujours effectivement les mêmes jours, j'ai la même tenue, la même gueule, la même lumière, enfin tout est pareil, juste on est quelques heures plus tard. Et comme je n'étais pas sûre tout à l'heure de pouvoir finir celui-ci, j'en ai pas parlé, mais j'ai eu le temps de le finir. Je suis très très contente de l'avoir terminé, mais je vous spoil pas plus. Tout d'abord, je vous présente le livre. Alors, c'est Les épreuves de la Reine Soleil de Nisha Gituli, qui est une auteure canadienne, effectivement, j'allais dire anglaise, mais canadienne. Voilà, donc c'est le premier tome de la saga Les artefacts d'Uranos. Pour l'instant, il y en a 4 qui sont sortis. Le dernier est uniquement sorti en anglais, à ce que j'ai compris. Mais les 3 premiers sont en français. Donc je vais très vite aller me chercher le 2e tome. Ça vous donne un peu une idée de ce que j'en pense. Alors, la 4e de couverture. 10 femmes, 4 épreuves mortelles. Une seule deviendra la Reine Soleil. Laure saisira-t-elle cette chance unique de reconquérir sa liberté? Voilà, c'est vraiment, il n'y a que ça. Hein. Derrière, c'est hyper court, hyper bref, et ça m'avait hypé. Surtout que, comme d'habitude, quand je lis un livre avec autant d'empressement, c'est qu'il a été recommandé par Tibbly. Et qu'elle l'a beaucoup aimé, il me semble, en tout cas de ce que je me souviens, parce que sinon je l'aurais pas mis en niche. Et je vais vous en parler tout de suite. Alors, dans ce livre, on suit Laure, qui est une ex-prisonnière, du coup, enfin, qui est une prisonnière qui va devenir ex-prisonnière, et qui va devoir participer au jeu pour devenir la femme du roi Soleil. Pour moi, le roi Soleil, c'est le père de Stella dans les Wings, mais c'est pas grave. On suit Laure dans cette épopée. Et dans ce livre, on a 2 points de vue. Donc, on a le point de vue de Laure, la personnage principale, et on a le point de vue de Nadir, qui est le prince du royaume d'Aurore. Et donc, on switch de point de vue un coup de temps en temps. Et dans ce livre, ils ne se sont jamais rencontrés. D'où la saga, enfin, d'où le fait que ce soit une saga, et je me doutais, de toute façon, c'est écrit, hein, volume 1, je me doutais que ce serait un peu un tome introductif, et ça, j'aime bien. Parce que c'est 370 pages qui te hype pour lire le tome 2. Et ça fait un peu comme La Passe Miroir, où j'avais beaucoup aimé le... Enfin, j'avais beaucoup aimé le tome 2, mais le tome 1 était vraiment très introductif, mais il m'avait beaucoup hypé sur le monde. Et ben là, c'est un peu pareil. Et du coup, j'ai hâte de lire le tome 2 parce que j'ai envie que les personnages principaux se rencontrent. Et pour moi, en fait, il aurait manqué encore 300 pages. Enfin, le livre, c'est... Comment dire, j'ai un peu du mal au fait qu'il soit coupé à cet endroit-là. Même si en soi, pour le cliffhanger et tout, de la fin, enfin le cliffhanger, pour les révélations de la fin, oui. Alors, attention à ce type de roman de fantasy, il y a un petit peu de cucu, donc pas forcément à lire, à mettre entre les mains de tous, hein, 18 ans et plus. Et c'est même pas écrit d'ailleurs derrière. Hein. Et est-ce qu'il y a un trigger warning devant? Non, il n'y a vraiment aucun trigger warning, alors qu'il y a quand même des scènes explicites. Et ça doit pas être mis entre les mains de tout le monde. Je sais pas... C'est un adulte, hein. Ouais, c'est un adulte. SFA. Donc ça doit être adulte. Ça doit pas être mis entre les mains de tout le monde, en tout cas, faites attention. Concernant l'histoire, l'intrigue, j'ai lu que le tome 1, donc je vais faire mes théories. Si vous voulez pas écouter mes théories, parce que je pense que j'ai raison, au vu de ce que je vous expliquerai après, passez à ce timecode-ci. Ce sont mes théories. Je n'ai aucune idée de la réalité, mais en tant que bonne lectrice de roman fantasy aguerrie, on va dire ça comme ça, je pense que j'ai raison. Maintenant, ça va spoiler. Voilà, vous êtes prêts. On suit Laure, qui évolue dans un monde où il y a plusieurs royaumes, donc ceci. Voilà, donc il y a pas mal de royaumes. Elle vient du royaume d'Aurore, voilà, qui est là, et en haut. Et elle est
portée au royaume d'Aphélion, qui est là en bas. Ancienne prisonnière du royaume d'Aurore, on sait qu'il s'est passé quelque chose dans sa jeunesse, même si c'est dit à la fin, hein, on le devine très facilement au cours des lignes, qu'il s'est passé quelque chose dans sa jeunesse qui a fait qu'elle était prisonnière très jeune dans une prison du royaume d'Aurore. Très vite, quand on passe du point de vue de Nadir, on comprend que le père de Nadir, donc le roi d'Aurore, est très inquiet du fait que cette fille se soit échappée de prison et il ne sait pas qu'elle a été transportée à Alphélion. Donc pendant ce temps, nous on suit toutes les épreuves d'Alphélion et entre-temps, on a des points de vue de Nadir qui fait des recherches sur elle, essaye de la retrouver, qui se dit pourquoi mon père en fait il veut autant la retrouver, enfin moi c'est juste une prisonnière random, etc. On a quand même des petits indices sur le fait que il y a le royaume de Cœur, donc c'est un des royaumes qui n'existe plus, qui a été détruit, si je me trompe pas, je sais même pas s'il est sur la carte. Là, le royaume de Cœur. Donc apparemment il est quand même sur la carte, et c'est un royaume qui n'a plus de reine et il s'est passé quelque chose. Enfin bref, on sait qu'il y a quelque chose avec ce royaume qui est pas normal. Et du coup notre fille elle a un petit porte-clés, elle a un petit truc rouge donc elle balade toujours avec elle et que sa mère lui a donné. Donc pour moi, notre héroïne, si je dois faire mes théories, c'est que c'est la future reine de Cœur. Que soit le roi d'Aurore a copulé avec la reine de Cœur et qu'il a eu 7 enfants et que quand la reine de Cœur est tombée, il a récupéré l'enfant, il l'a mise en prison parce qu'il veut pas de soucis, ou je sais pas quoi, sans la tuer, en espérant au moins qu'elle meure d'elle-même ou un truc comme ça pour être tranquille, sans avoir à le faire lui. Donc pour moi, notre héroïne, c'est la future reine de Cœur. Et de toute façon, on a un peu la confirmation quand elle va voir le miroir donc, du royaume d'Aphélios, qui est censé être un peu une genre de prophétie dans un miroir, enfin bref, voilà, et qui est censé dire au roi Soleil si, parce qu'elle gagne des épreuves, hein, vous vous en doutez, qui est censé du coup dire au roi Soleil s'il peut épouser cette femme, mais si ses intentions sont pures, enfin tout un truc comme ça, vous voyez. Et le miroir lui explique en gros que elle est pas faite pour le roi Soleil, que elle est pas censée se mettre avec lui. Et de toute façon, le mec, il a un comportement hyper bizarre avec elle pendant tout le livre. Il est beaucoup trop in love. Puis vous voyez, en fait, c'est ce genre de roi, enfin ce genre de love interest où il est absolument pas du tout décrit physiquement. Et pour moi, comme c'est un roi qui est décrit un peu comme imposant, enfin il est pas, comment dire, jamais elle dit qu'il est beau, elle dit que sa présence l'attire, qu'elle se sent bizarre, que... voilà. Et moi, du coup, j'imaginais vraiment un vieux gros monsieur, surtout que c'est un faé qu'il a des milliers d'années. Et quand ils ont... j'étais un peu en mode... ça me dégoûte. Mais vraiment. Et attendez, est-ce que j'ai tout dit ce que je pensais ? Que du coup je pense que c'est la reine de Cœur, que ce sera un enemies to lover avec Nadir, et que j'ai hâte de cette période où elle, donc Laure, va se rapprocher de Nadir, qu'ils pourront pas se mettre ensemble, qu'elle va découvrir que c'est la reine de Cœur. Parce que en gros, à la fin du bouquin, le miroir il lui confie vraiment une quête. Hein. J'avais vraiment le truc, quête débloquée, suivre la quête, retrouver mes origines. C'était un peu ça. et j'ai beaucoup rigolé quand j'ai vu ça. Bref, fin de la partie spoil. Il y a quelques trucs qui m'ont dérangé, comme je dis sans partie spoil, c'est la relation entre le personnage principal et un autre personnage, auquel j'ai pas du tout adhéré, mais je pense que c'est un peu la Hakotar vibes, hein, pour ceux qui connaissent. Pour moi, il y a un peu de ça. Et ensuite, du coup, je disais que j'ai hâte que les deux personnages qui nous font la narration se rencontrent. C'était un très bon ouvrage, je suis très contente, même si j'ai très facilement deviné, je pense que les gens qui ont regardé la partie spoil pourront confirmer, mais je pense que c'est à peu près ça qui se passe dans les prochains livres. Et mais ça me dérange pas, parce que en fait je me laisse emporter, et c'est assez facile de se laisser emporter dans ce genre de livre. C'est fluide, ça se lit facilement, c'est un petit peu page-turner quand même, hein, parce que je l'ai fini en 3 jours. J'ai beaucoup aimé, et en fait, même si ça ne me surprend pas outre mesure, parce que je vous avoue que quand j'ai vu le truc de les épreuves mortelles,
j'ai soufflé. Hein. Bon, ok, je l'ai pris parce qu'il me disait, mais en fait, quand je me suis dit, ah, c'est vrai qu'il faut que je le lise, les épreuves mortelles, j'en ai bouffé, hein, des épreuves mortelles. Les descendants de la nuit, c'est quoi, l'ange et le descendant de la nuit, enfin, je sais plus quoi. Light Lark, le sang et la cendre, il me semble. Enfin bref, tout ça, j'étais en mode, ok, bon, les épreuves mortelles, j'en ai bouffé. Changer un peu de registre, enfin, innover. Et au final, c'est passé parce que c'est quand même un petit peu différent et que l'épreuve, elle dure pas la moitié du livre, quoi. Enfin, genre, une épreuve, c'est quelques pages, un petit chapitre, les chapitres sont très courts. L'épreuve, c'est un petit chapitre. Bon, et surtout, il y a pas mal d'intérêt à l'inter-épreuve. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, t'as l'épreuve, l'inter-épreuve, l'épreuve, et d'habitude, c'est l'épreuve, l'inter-épreuve, l'épreuve. Et j'ai bien aimé le fait que ce soit assez court au niveau des épreuves, parce que bah, ça m'aurait, j'ai dit 25 fois épreuve, ça m'aurait embêté que ça dure plus longtemps, parce que c'est un peu redondant avec d'autres livres, je trouve. Enfin bref, sinon j'ai beaucoup aimé, du coup ça serait un bon 17 sur 20 pour moi. Je vais directement demander à la bibliothèque le tome 2, puisque j'ai très hâte de lire la suite. Ça m'a bien tenu en haleine, et vraiment, je sais pas pourquoi, genre j'ai envie de lire la suite. J'ai plus de livres en stock, enfin j'ai plus de livres en stock. J'ai un prochain livre, je sais pas si je vais réussir à le lire. Ça a l'air un petit peu space, c'est Dear You, il me semble. Mais je vous en dis pas plus, on se retrouve tout de suite, voir ce que je lis. Si j'ai changé d'avis ou si j'ai juste lu le tome 2 de ça parce que j'avais trop envie de lire la suite. Enfin bref, à tout de suite, bisous. J'ai lu pour vous la suite du Royaume d'Uranos, c'est ça? Non, c'est les artefacts d'Uranos, donc la loi du roi d'Aurore, toujours de Nichatui. Je vais vous lire le résumé. Une quête mortelle, 4 artefacts, une couronne qui pourrait tout changer, l'or ne reculera devant rien pour protéger le secret de sa famille et sauver le futur royaume. Alors, je dois vous avouer que ça fait un petit bout de temps, ça fait au moins 1 semaine et demie, 2 semaines que je l'ai terminé. Ça n'enlève en rien que je l'ai beaucoup aimé, mais il peut y avoir quelques trucs dont je ne me souviens pas exactement. On continue la suite de la première histoire, et le cliffhanger de la fin, c'est le début et la suite de ce tome 2. J'ai beaucoup aimé ce qui s'est passé. Il y a une romance qui se met en place entre 2 personnages. Je trouve que c'est un peu dans l'extrême. J'ai eu un petit peu de mal avec cette romance. Ce n'est absolument pas un crush pour moi. Et je pense que je suis potentiellement un chouïa trop vieille pour kiffer encore ce genre de mec. En tout cas, ce n'est pas ma came du tout en ce moment. Ce qui fait que je les suivais vraiment à la 3e personne avec grand plaisir. Mais ça s'arrêtait là. C'était à la 3e personne, point barre. Il n'y avait pas rien d'autre. Je lirai la suite avec plaisir. Ce 2e tome est une bonne transition, je pense, entre 2 étapes qui sont importantes. J'ai hâte de lire la suite. Je sais qu'il y a un 4e tome, enfin qu'il y a 4 tomes au moins en soi. Au niveau du monde, c'est toujours le même, mais comment dire, toute la structure. En fait, c'est comme si vous voyez un peu les Hunger Games. Tout le film tourne autour de ça. Bah du coup, le 1er tome tournait un peu en mode Hunger Games, et le 2e tome, on se retrouve un peu dans le monde. Donc, si vous avez vraiment aimé le côté Hunger Games du 1er tome, ce 2e tome est vraiment très très différent. On part beaucoup plus sur de la fantasy classique, ce à quoi on est habitué. Moi, ça ne m'a pas dérangé, mais ça peut peut-être en déranger certains ou certaines durant cette lecture. Je suis désolée, je suis très blanche, il fait nuit dehors, donc je tourne avec une light de téléphone en face, ce qui fait que je ressors blanc cul. Il y a beaucoup de choses qui étaient prévisibles, et c'est un peu ce qui m'a embêtée, même si c'est une saga qui se lit bien, hein. Franchement, il n'y a pas... Faut que j'arrête de dire franchement, mais il y a vraiment pas grand-chose... En fait, il y a quasiment rien qui m'a marqué dans ce livre. Vraiment, je connais la fin, mais à part ça... Enfin si, c'était cool, il y a quelques trucs qui me reviennent là quand j'y pense, notamment la scène d'infiltration, pour ceux qui savent. J'ai beaucoup aimé la scène d'infiltration, qui dure quand même sur pas mal de chapitres, et qui m'a bien plu. Mais ouais, sinon la romance, vraiment, je suis pas une grande fan de la romance entre les 2 protagonistes. Je la trouve un peu bâclée, et très enfantine. Et surtout, ah oui, c'est ça, l'omniprésence du cul. Dans certaines scènes, ça m'a dérangée. Parce qu'en fait, je lisais pas le détail. Ça me dégoûtait. Et en fait, j'avais vraiment l'impression de lire
du sexe entre deux enfants. Deux enfants en tout cas au niveau maturité, c'est ça que je veux dire, hein. En soi leur corps ça ne sont pas des enfants, mais niveau maturité ça m'a vraiment fait penser à ça et ça m'a vraiment dégoûtée. Donc, et puis en plus le fait que j'étais absolument pas attachée au protagoniste masculin, ça a joué encore plus sur le fait que les scènes de sexe m'ont vraiment rebutée dans ce livre. Enfin vraiment rebutée, c'est exagéré mais c'est pas ma came. Déjà j'ai du mal, à part en très slow burn, j'ai du mal à aimer ce genre de scène. Mais là, rapid burn, plus scène explicite, non merci. Oui, aussi, il fallait que je le dise, c'est un livre moins de 16 ans, au minimum, hein, moins de 16 ans, moins de 18, au vu de ce qui est décrit au niveau des scènes de smut. Voilà, c'est à préciser. Donc je vais lire la suite avec plaisir, même si je suis pas attachée au niveau des personnages, ça n'empêche que c'est un bon livre qui se lit bien. Et je suis contente. Donc je pense que ça doit être un 16. C'est un 16, ouais, c'est un bon 16. Sur ce, je vous laisse avec le prochain livre. Coucou, j'ai enfin fini de lire le 3e livre de cette revue lecture qui s'appelle Dear You de Emily Blaine. Donc Emily Blaine, c'est une auteure française qui a publié Dear You en 2014. Et donc ça, c'est le volume 1, enfin le tome 1, que j'ai entre les mains. Je vais vous en lire la 4e de couverture. Moi, c'est Caitlin. 25 ans, rêveuse, tendance fleur bleue, statut célibataire, pour l'instant. Avant, ma vie sentimentale se limitait à lire les petites annonces de la rubrique Rencontres des New Yorkers. Avant, j'étais la concierge de luxe, désespérément romantique, du Peninsula, l'un des plus grands 5 étoiles de New York. Avant, j'avais envie de trouver l'amour. Aujourd'hui, je dois décider qui sera mon grand amour. Parce que oui, il semblerait que Cupidon m'ait enfin entendu. Qu'il ait rattrapé le retard accumulé en décrochant 3 flèches. 3 ! Et voilà que je me retrouve à devoir choisir entre un client richissime et odieusement séduisant, un collègue barman qui a tout du petit ami idéal et un mystérieux correspondant qui me comprend bien mieux que personne. Bienvenue dans ma vie. Donc, c'est le plot de Dear You. Donc, il me semble que c'est en 3 volumes, si je ne dis pas de bêtises. Pour le moment, donc elle dit 3 flèches. Moi, j'en ai vraiment vu que 2. Il n'y en a que 2 qui sont réellement développées. Donc, le dernier, c'est-à-dire le mystérieux correspondant, sera développé plus tard, je suppose. On est parti sur une petite romance un peu cosy. Je sais pas pourquoi, mais j'avais l'impression que c'était un peu hivernal. New York, moi je voyais vraiment New York sous la neige. C'est pas un gros coup de cœur pour moi, hein, je vous le dis tout de suite. L'héroïne est quand même assez plate. Donc le client richissime est trop odieux, trop séduisant, enfin il y a trop de tout ça. Moi ça m'est revenu un peu dans la gueule. Ouh, ah oui, d'accord, donc il est vraiment trop parfait pour que ce soit naturel. Le petit ami barman a quand même un sacré pet au casque. Et le mystérieux correspondant, on le voit pas. Voilà. Donc pour une romance, vous doutez bien que j'ai pas été conquise. Surtout que pour moi c'est vraiment du basico-basique, c'est-à-dire oh je te rentre dedans, pouf je tombe, je fais tomber mes affaires. Oh non, mince, aide-moi à ramasser alors que tu es méchant mais que tu es censé être mon client, tu vois. Oh non, il sort de la douche, pile au moment où je viens lui porter son café. Oh là là. Bon voilà, ce genre de truc. En fait, le problème avec une romance basique, pour moi, c'est que tu peux pas vraiment faire des plots. Tout est inimaginable parce que pour qu'ils se mettent ensemble, il y a forcément des étapes qui vont arriver. L'étape du date, l'étape du premier bisou, l'étape du je te tiens la main, l'étape du on se fait un câlin, l'étape du je t'aime moi non plus. Voilà, tout ça, trop prévisible dans une romance. Et je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais dans une romantasy, au contraire, je trouve ça beaucoup plus pertinent parce qu'il peut y avoir tellement d'événements différents. Après, ça, c'est peut-être parce que j'ai lu beaucoup plus de romantasy que de romance, et que ça, c'est une romance qui est très très basique, très très simple. Hein. Même si j'en ai pas lu beaucoup, je l'ai remarqué. Et du coup, il y a tellement plus de choses, de possibilités dans une romantasy que dans une romance classique que j'ai du mal, en tout cas avec cette romance-là, j'ai eu du mal. C'est pour ça que je mets un 14 à cette romance. C'est pas une mauvaise romance. Ouh, je me fais tout tomber. Ça se lit bien. Mais par contre, je lirai pas forcément le tome 2 tout de suite hein, si je le lis. Non, non, non. Parce que j'en ai eu assez de Caitlin là. Et de Andrew, le client riche milliardaire. Parce que riche et milliardaire, c'est pas pareil.
Non, voilà, donc c'était mon avis sur ce livre. J'ai pas grand chose à en dire parce que au final, le plot, tout est tourné autour de la romance. Vous voyez, là il y a la romance et il y a le plot, il fait un cercle autour. Donc je peux pas critiquer l'univers, il n'y a pas l'univers, c'est chez nous, c'est chez les humains. Je peux pas critiquer les personnages parce que t'es censé les aimer et que je les aime pas trop. Et puis voilà, la plume, j'ai pas vu de faute d'orthographe, ça se lit bien. La plume est classique. Voilà, sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis au prochain livre qui sera du coup le dernier de cette revue lecture. Bisous. Hello, bonjour à tous. Donc, tout d'abord, je m'excuse pour cette face qui brille de mille feux. Je viens de mettre ma crème, évidemment, bien sûr, sinon c'était pas drôle. Et donc, aujourd'hui, on va parler de La Passe Miroir tome 4. Alors, vous savez que c'était ma saga chouchou, mais chouchou, parce que j'ai mis 20 sur 20 au deuxième et 18 au troisième, il me semble. Je sais plus combien j'avais mis au premier, mais en gros, j'avais mis des très très bonnes notes. Et là, donc sur ce tome 4, La Tempête des Échos, c'est un livre qui fait 550 pages, un peu plus il me semble. C'est le dernier tome de la saga La Passe Miroir de Christelle Labos. Et je vais vous en faire ma petite revue. Je le pose parce que c'est lourd. C'est un peu compliqué. C'est-à-dire que dans ce livre, c'est vraiment juste la suite du tome 3. C'est très dans la continuité. Vous voyez, si vous n'avez pas lu le tome 3, vous n'allez vraiment rien comprendre au tome 4, surtout que ça se situe dans le même endroit, dans la même ville. Déjà, ça j'étais un peu déçue, je suis en mode bon, on découvre pas une nouvelle, un nouveau lieu. Et en fait, ce que j'avais un peu reproché au tome 3, c'est d'être certainement un peu incompréhensible et trop perché par moments. Et là, c'est tout ce que je voulais pas. C'est-à-dire que c'était hyper perché, il y a plein de choses que je comprenais pas, il y a plein de mécanismes qui ont été découverts au fil du livre. On n'a pas eu d'évolution de la romance entre Thorne et Ophélie. Donc ça, c'est une grosse déception, parce que moi, je voulais de l'évolution, parce que ça fait quand même 4 tomes qu'on attend. Faites-nous un peu évoluer ce couple. Donc j'ai pas aimé ce côté trop perché, c'est parti en what the fuck du plus total. Surtout sur la fin. J'ai détesté la fin. Vraiment, j'ai détesté la fin. J'ai fait un vocal à une de mes potes. Faut que je vous le fasse écouter, attendez. Ah bah non, je peux pas, c'est la lumière. Bon, c'est pas grave. Je serai dans le noir pendant quelques secondes. Mais faut que je vous fasse écouter ce vocal. C'était une catastrophe. C'est quoi cette fin? Ça n'a ni queue ni tête. Genre vraiment, à partir du moment où il y a l'autre, il y a Eulaïdieu, il y a le monde à l'envers, il y a trop de choses, c'est trop compliqué. Et puis la fin, moi je voulais un épicure de... Mais genre au moins une... Mais ça n'a aucun sens, enfin, j'aime pas du tout cette fin. Puis après, tu vois, ce qui faisait l'originalité de la saga, c'est tout l'univers à côté. Il n'y avait pas besoin de rajouter ce truc de monde, de passé, de futur. Enfin, j'aime pas du tout les trucs comme ça, où il y a deux mondes. Enfin, c'est pas clair, quoi. Donc elle m'a répondu, je cite, avant de remettre la lumière, PTDR. Cette fin a fait que j'ai jamais relu la saga. De 1, j'étais déçue, mais de 2, j'ai chialé mes grands morts aussi. Voilà, donc ça c'est ma copine qui a répondu. Je remets la lumière. Et je dois dire que je suis amplement d'accord avec elle et avec moi en train de bâiller, parce que je pense qu'il était au moins 23h30, 1h du matin. Ouais, il y a plein de choses qui sortent de nulle part, c'est vraiment décevant sur ce point-là. Et en fait, tout ce qui s'est passé avant d'arriver à la fin, ça allait. Mais la fin en elle-même, ça m'a vraiment déçue, j'ai pas aimé. Donc je pense qu'à ce livre, je mets la note de 14 sur 20. C'est pas mauvais. Et c'est juste que j'ai pas aimé parce que c'était incompréhensible, parce qu'il y a trop de trucs what the fuck. Et malgré la beauté de la plume, la beauté du monde, de l'univers, la richesse des personnages, c'était pas assez. Parce que l'histoire, elle a vraiment eu un gros coup de mou. Et ça m'a pas plu. Voilà, c'était ma revue sur La Passe Miroir, donc la fin de cette quadrilogie. Il s'avérerait que j'ai un peu oublié de filmer la conclusion de cette vidéo. Donc comme vous avez pu le constater, j'ai fait 5 livres au lieu de 4 comme d'habitude, puisque en fait j'avais juste oublié Dear You de Emily Blaine, tellement il m'a marqué. Non, je suis sarcastique. Enfin, bref. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like, ça me ferait vraiment plaisir. Si vous avez déjà lu les livres, n'hésitez pas à commenter ce que vous en avez pensé, dire si vous avez eu le même avis que moi ou si justement c'est différent. Dans tous les cas, je vous fais plein de bisous, et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!